Première question, pourquoi vous avez choisi d'appeler votre album So What? En fait, tout simplement, déjà on aime bien déjà chaque album trouver un peu des termes qui sont utilisables dans chaque langue, ce qui était le cas pour Paradise, des choses comme ça. On aime bien ce côté facile dans le terme, vu qu'on est un groupe qu'on touche un peu des gens à l'étranger. Et tout simplement que quand on a composé ce disque, voilà, on l'a composé durant l'année 2015, qui était une année très difficile pour la France, pour tout le monde, avec tous les événements, les attentats, etc. Et quand on s'est mis à composer, voilà, c'était des morceaux qui étaient très empreints de cette tristesse, de cette colère qui ont suivi les attentats. Et à la fois, je pense comme tout le monde, hein, tu t'es d'abord triste, ensuite tu es en colère, et ensuite tu as envie de rebondir, tu as envie de continuer à vivre, tu as envie d'avancer. Et la question, so what, qui arrive, et maintenant, et quoi? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit d'avancer dans quelque chose de fédérateur, dans le partage, dans une unité, on va dire, du peuple et des gens face à ça, où on choisit le repli sur soi, la peur, l'extrémisme, etc. Donc So What, c'était un peu voilà, la question, et quoi? Et qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça? Qu'est-ce qu'on va tirer de cette année-là et de tous ces événements? Parce qu'on est tous passés par le côté, par la peur, par se dire, voilà, maintenant on va plus aller dans les salles de concert, on va plus prendre l'avion, on va plus prendre des transports, on n'a plus envie que nos enfants y sortent, enfin, tu vois. Et non, la question c'est, et quoi? Qu'est-ce que tu préfères pour demain? Le fait du Bataclan, ça nous a touché, c'est sûr, mais je pense que tout nous a touché. Enfin, moi j'ai des enfants, dans le groupe on est beaucoup à avoir des enfants, et même sans ça, je veux dire, c'est quand même terrible. Dans le groupe il y a des musulmans, il y a des athées, des agnostiques, ça a été, ouais, même sans être artiste, ça a été des événements, je pense que là-dessus on est tous pareils, artistes ou pas, vraiment c'est quelque chose qui nous a vraiment, vraiment touché. Je pense qu'on est de la même génération, on a grandi quand même dans une époque où ces questions-là, elles étaient tellement secondaires, enfin tellement pas évoquées. Moi j'ai grandi dans un quartier de province avec des Portugais, des Juifs, des Arabes. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'il y avait autant d'antisémitisme, autant de radicalisme, autant de toutes ces choses qui ont augmenté, quoi. Donc bien sûr que oui, ça nous a touchés vraiment, vraiment fortement. C'est à nous de prendre le pouvoir. Faudra changer nos codes et changer toutes nos habitudes. Changer de vue, voir plus loin, prendre de l'altitude. Car nos destins sont liés sous toutes les latitudes. Les temps sont rudes, il faut croire en nos certitudes. Changer la disquette, pour amis, changeons la disquette. Formater ce programme qu'ils ont caché dans nos têtes. Ça les inquiète quand rien nous arrête. Ils ont les milliards, nous sommes des millions en fait. Hey, I gotta stand, en tout cas, c'est un peu dans la même logique que ce que je disais par rapport au titre So What, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit de subir ce qui se passe? Est-ce qu'on choisit d'être spectateur et de se plaindre de ce qui se passe et de subir? Ou on choisit de ne pas être victime de ce système-là? Après, le titre de victime, c'est plus généraliste. C'est pas seulement sur les événements de 2015 et tout ça, c'est plus en général face au système, face à un système au libéralisme, toutes ces choses-là qui avancent beaucoup, et dire simplement, voilà, on ne veut pas être victime de ça, ne sois pas une victime. Voilà. Et puis c'était le cadre en plus avec Naman, qui arrive avec une certaine fraîcheur, quelque chose d'un peu péchu, le côté, voilà, un peu, un morceau qui donne la pêche, quoi, de se dire aujourd'hui, je me lève et j'ai pas envie de subir, j'ai envie d'être maître de ce qui m'arrive. Okay. Et comment vous liez, parce que ça fait longtemps que vous parlez d'identité, de métissage, de racines, etc. Comment vous vivez la période actuelle où c'est devenu un sujet de conflit, un sujet politique? Bien sûr, et puis tout devient... toutes ces questions-là ont pris une importance qui est démesurée, quoi. Que dire, nous notre rôle à nous et notre envie en tant qu'artiste, c'est déjà de montrer que voilà, le groupe il est composé de plein de gens d'origines différentes, d'origines ethniques, sociales différentes, de religions différentes, et que voilà, on est l'exemple même que voilà, ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble, on peut faire des choses ensemble. Voilà, nous en tant qu'artistes, qu'on a envie de propager, c'est avant tout un message fédérateur, un message apaisant,
constructif, quoi. De dire que ces différences-là ne sont pas que des choses qui vont nous cliver, c'est aussi des choses qui peuvent nous rapprocher, mais c'est très difficile dans le système actuellement. Quand tu allumes Internet, au moindre truc, au moindre conflit autour d'un problème ethnique, religieux, etc., ça enfle, ça prend une démesure qui... Donc voilà, nous, on est là pour propager un message plus fédérateur et aussi pour dire qu'on est... voilà, si nous on pense ça, on est nombreux à le penser. Qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'autre chose. En tout cas, nous, on s'en rend compte dans notre public, c'est des gens qui ont envie d'autre chose, qui ont envie d'entendre un autre discours que celui d'Internet et des médias, etc., sur la différence, etc. J'ai envie de métissage pour des hommes vrais et tous ceux qui ont de la rage. Vas-y, laisse-les. Ouvre ton image à la différence qu'on aime pour des hommes vrais. Pour les hommes vrais. Vas-y, laisse-les. Ouvre ton image à la différence qu'on aime pour des hommes vrais. Ça nous a permis, grâce au groupe, on a été dans plus de 30 pays, d'avoir d'autres visions du monde d'aujourd'hui. Et oui, ça te permet d'avoir du recul sur la situation en France. Ça te permet aussi d'aller présenter à l'étranger ce que c'est que la France, parce que même l'étranger, des fois, a une image un peu flouée de ce qu'on peut être en France, parce que voilà, une fois on était à Prague il n'y a pas longtemps, etc. On arrive aux infos, ils parlaient du Burkini, quoi. C'est important d'amener aussi notre image que les médias transportent dans les autres pays de la France. Donc voilà, ça marche dans les deux sens. Autant nous, on se nourrit de ça et on espère amener une autre image de notre pays dans ces pays-là. Et vous sentez qu'il y a un peu d'étonnement de la façon dont vous vous présentez, dont vous questionnez? Ça dépend des pays, mais après il y a des pays comme les États-Unis. On a été 2 fois là-bas, c'est toujours étonnant de voir un arabe, un noir, des Français chanter ensemble, faire de la musique ensemble. Sur de l'accordéon, voilà, exactement. C'est-à-dire que pour eux, c'est complètement improbable. Là-bas, chacun reste un peu avec sa couleur, son ethnie. Tout est très segmenté. Et voilà, donc il y a des pays comme ça, c'est vachement intéressant, c'est des confrontations intéressantes. Tu fais des interviews avec les gars, ils te posent des questions un peu what the fuck, quoi. C'est genre d'où vous sortez, quoi. Donc ouais, c'est une confrontation qui est toujours sympa. Après, il y a je pense qu'aussi pour d'autres pays, par exemple l'Inde, etc., quand tu rencontres les gens, c'est un peu... c'est aussi ce qu'ils peuvent avoir comme idéal de notre pays, en fait. C'est ce côté, en fait, très métissé, très diversifié. Ah, ça, quand même, ils en ont connaissance. C'est une image qui perce. En tout cas, ceux que tu rencontres, ceux qui sont dans le milieu un peu plus culturel, tout ça, bien sûr. Écoute, laisse-nous faire notre business, oui, nos affaires, faut que tu laisses. Tu ne nous tiendras jamais en laisse, laisse-nous faire notre business, oui, nos affaires, faut que tu laisses. Ceux-là travailler pour remplir les caisses. N'essaye même pas de nous récupérer. Ne tente même pas de voler notre liberté. Oui, vas-y, laisse notre business. Range tes liasses et tes pièces. Oh yes. Yeah. Alors, Raga Business, en fait, avant tout, c'est un délire. Moi, c'est vrai que c'est un morceau donc c'est moi qui le chante en solo. Moi, je suis arrivé dans le reggae, le dancehall, ça sonnait comme ça. C'était des instrus très dépouillés, avec très peu de musique, en fait, derrière, basse, batterie. Ça met un temps fou à démarrer. Donc déjà là-bas c'était ça, c'était se faire un délire, faire un morceau un peu années 90, un peu vieux raga old school. Et ensuite faire un texte aussi, comme un peu dans cette époque-là, à la fois sérieux, à la fois fun. C'est avant tout un truc, c'est pour le fun. Hein. C'est une manière de parler de notre indépendance, de dire que voilà, on continue à faire notre business, etc. Et le faire d'une manière plutôt drôle, prendre l'image de notre business et du deal, etc. Voilà, c'était une manière à qui il s'adresse, bon, à qui veut l'entendre. Hein, c'est se sentir avisé. Exactement. En tout cas, pas personne précisément. Quoi. Et d'ailleurs, justement, à propos de l'indépendance, vous avez toujours refusé de signer en major ou alors vous n'avez simplement pas proposé? Ah si, à une époque, on a... Alors, vraiment, à la base, non. À la base, on arrive d'une ville de province, Saint-Étienne, où, avec aucun support, personne pour un peu nous aider, etc. Donc l'indépendance, elle est venue déjà du fait qu'on voulait faire les choses nous-mêmes. C'est-à-dire que pour sortir notre premier disque, sortir nos premières maquettes, on s'est intéressé à ce que c'était qu'un label, à ce que c'était que la production, à ce que c'était de la distribution. Donc voilà, on a appris vraiment tout par nous-mêmes. C'est-à-dire que l'indépendance, au début, c'était pas un choix, c'était la seule solution de sortir un disque, pour sortir un disque.
Et ensuite, avec le temps, voilà, on a appris de plus en plus dans la musique, on a fait des erreurs, on a appris de nos erreurs, on est monté petit à petit. Et c'est vrai que quand les majors, tout ça, sont arrivés, pas très longtemps en fait, ça a été à l'époque du 2e, 3e album, ils sont arrivés avec des choses qui déjà nous intéressaient plus. Nous, ce qu'on avait déjà acquis en 2 albums, c'était déjà plus intéressant ce qu'ils nous proposaient. Vous arrivez avec des chiffres, ils te font miroiter sur 5 ans, etc. Nous, c'est vrai qu'on avait déjà des notions de production, on commençait déjà à tourner par nous-mêmes, on avait un manager, déjà on n'avait plus envie de refiler notre bébé à quelqu'un pour qu'il le mette dans un fond de catalogue, et si ça marche pas, il t'oublie pendant les... Toi, t'es bloqué, et puis t'es emprisonné. Et puis avec le temps, maintenant on est monté, et maintenant qu'on est devenu bien plus gros, c'est primordial au fonctionnement du groupe, cette indépendance-là, c'est-à-dire que la liberté qu'on en tire, c'est de A à Z. Ça va de comment on organise nos tournées, tu sais, quand on part à l'étranger, quand on part aux États-Unis, on va perdre des sous. Aux États-Unis, on n'a pas encore de public, mais on a envie de se faire cette expérience-là. Jamais dans une maison de disques, ils vont dire « Ah ouais, ça va coûter ça d'aller t'amuser aux États-Unis à 10 personnes. » Donc ça, on a cette liberté-là. On a une totale liberté sur nos productions, sur la création. Ça va de la page de qu'est-ce que c'est que notre affiche de promo, qu'est-ce que ça va être le tracklist, quel feat. Il n'y a que nous, entre nous, qui décidons. Et ça, voilà, c'est une liberté, un luxe. Quel est le deal qui est proposé quand une major vient? Tu disais 5 ans, c'est-à-dire que vous êtes salarié pendant 5 ans. C'est compliqué parce qu'après on a eu plusieurs choses. T'as les éditeurs qui viennent, qui proposent des choses. Bon, nous, j'ai jamais vécu, donc je peux pas dire, mais j'ai l'impression que c'est souvent ça. C'est-à-dire que par exemple, ils t'avancent une certaine somme de sous, mais après ils récupèrent tes droits d'auteur, ils récupèrent pendant une certaine durée. En général, ils se remboursent largement. Puis surtout, tu es lié à une boîte, et c'est leur choix qui va primer, c'est jamais les tiens. On a rencontré, en tout cas pour les groupes de reggae des années 2000, tout ça, qui allaient à la grande époque, Mr. Gang, Sinsei, etc., qui ont signé. Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents, qui se sont retrouvés, ils avaient signé pour 3 disques, ils en ont fait que 2, donc ils étaient contractuellement liés, ils devaient des sous à leur major. Voilà, c'est plein de choses comme ça, quoi. En tout cas, tu es souvent pieds et poings liés. Et est-ce que le rythme qui est le vôtre, un album tous les 3 ans, qui est un peu moins productif que certains groupes, serait possible en major, ou il n'est possible que pas? Je sais pas. Après, nous, le rythme qu'on a, on l'adopte aussi tout simplement parce qu'on tourne beaucoup. Et que voilà, on fait un album et on tourne en général 2 ans dessus, c'est-à-dire qu'on tourne facile 1 an sur la France et ensuite 1 an et plus sur l'étranger. Donc un album, on va dire qu'on le rentabilise sur la longueur grâce à ces tournées-là, etc. Donc, et ensuite, c'est inhérent à l'autoproduction. Tu peux pas avoir la rapidité quand tu es en train de bosser sur une tournée. Tu n'es pas en train de bosser sur un album, parce que déjà, tu n'as pas une équipe qui est en train d'anticiper les choses et tout ça. Encore une fois, la liberté de se dire ton album il n'est pas fini à temps. Tu considères qu'il n'est pas fini à temps parce que tu n'as pas accédé à la qualité, à l'efficacité que tu voulais, ben, tu peux reprendre 3 mois. Peu importe, dans une maison de disques, ils vont dire attends, si tu reprends 3 mois, ça fait tant, etc. Non, on n'a jamais ces questions-là. On peut se permettre, en plus, maintenant que ça marche bien, de prendre le temps de faire les choses, et surtout de les faire à notre manière. Et comment vous travaillez justement? Quelles sont vos méthodes de travail pour... Au niveau créa? Alors la méthode, c'est assez simple. Quand on attaque sur un disque, c'est tout simplement, on met en commun un peu tout ce que les musiciens du groupe ont fait. C'est-à-dire que les musiciens continuent souvent à composer sur la route grâce aux ordinateurs, enfin tu vois, le home studio et tout ça. Surtout toujours avec une masse d'instrumentaux, d'idées, de suites d'accords, etc. De choses qui... Et vu que dans le groupe, il y a des influences très différentes, il y a un des claviers qui est très branché hip-hop, très électro, l'autre qui est plus branché musique trad, qui fait l'accordéon, un autre qui est plus branché reggae très roots, plus dancehall. Donc on se retrouve avec des choses en général vraiment différentes et déjà très variées à la base. Et ensuite avec Hakim, on va piocher là-dedans. Et c'est ce qui fait l'intérêt vraiment d'avoir une grosse équipe comme celle-ci, c'est que comme tu dis, des sons très variés, que ça arrive de Triste Époque, un son très électro, presque hip-hop, ou si on revient, il faut qu'on ose l'album d'avant, qui est très accordéon, voilà, ça vient du même groupe, mais de gens de personnalités très différentes. Et donc à partir de toutes ces choses-là, on pioche avec Hakim, on essaye un peu de poser chez nous, d'écrire 2-3 choses, hop, on revient en répétition, et là, tout le reste, on va faire tous ensemble, c'est-à-dire qu'on va reprendre telle instru, on va la faire rejouer par le groupe, et du coup, elle va, en général, déjà beaucoup se transformer, adapter nos textes dessus,
Voilà, travailler ensuite les textes, proposer des textes au groupe. Il y a toujours un aller-retour entre le groupe, les chanteurs, enfin, voilà ça. Les mélodies, pareil, les mélodies, c'est co-construit. De toute façon, en général, les paroles et les mélodies, c'est Hakim et moi. Et ensuite, quand on confronte aux instrus et au groupe, ça fait toujours évoluer la sauce, quoi. Parce que voilà, nous on est vraiment autodidactes au niveau de la musique avec Hakim, et dans le groupe, voilà, ils ont les termes pour dire voilà, on va essayer telle harmonie, on va essayer, on va changer de tonalité, on va changer d'octave, voilà, on essaye plein de choses jusqu'à arriver au truc le plus efficace. Et tu sais comment ça fait? Ça fait comme ça, tout le monde. Tu passes pour un naïf quand tu te mets à rêver, les alminos. Il faut que tu insistes et puisses te protéger. Tout regarder de haut, ne plus rien ressentir. À force de se blinder, ne faire que se fermer. Perdre le sens des mots, puis perdre le sourire. Devant les causes perdues, ne vois que naïveté. Ne plus lever la tête. Est-ce que Internet a changé votre façon de vous distribuer surtout? Clairement, c'est en train, en plus, ça continue, c'est-à-dire que ça a changé et ça continue de le changer. Encore aujourd'hui, tu as des mutations vraiment importantes avec le streaming cette année qui a explosé. Tu vois avec les projets de rap, etc., qui font des disques d'or grâce au streaming. Donc, ouais, ça a changé. Après, nous, on est d'une époque, on est arrivé 98-2000. On a vraiment vu l'arrivée des réseaux sociaux, vu l'arrivée. C'est-à-dire qu'on a profité de toutes ces choses-là à chaque fois, même si. On a aussi, on a connu la période la plus sèche de l'industrie de la musique, c'est-à-dire ça vendait plus de disques, ça faisait que télécharger, il n'y avait pas de réseau, tu n'étais pas rémunéré sur YouTube, tu n'étais pas rémunéré sur les streaming. Et à la fois, on a pu s'adapter parce qu'on a vu apparaître tous ces mouvements-là en temps réel, quoi. Donc, après, c'est toujours difficile, encore une fois, quand tu es en indépendant, d'être toujours en phase avec ce qui se passe. Tu as toujours des fois un petit peu de retard. Mais voilà, tu vois, sur le dernier album, je pense qu'on a été... voilà, le fait d'avoir sorti les clips plus tôt, d'avoir su utiliser YouTube à temps avec 2 titres, la mixtape, etc. C'est des choses qui nous... voilà, ça nous permet de se mettre, on va dire, à la page. Et ça, YouTube, Deezer et tout ça vous fait vivre ou ça vous offre juste la visibilité qui vous permet de remplir les salles de concert derrière? Ça nous offre beaucoup de visibilité. Et puis je pense qu'avec le temps, ça fait pas peut-être vivre tout le groupe, mais en tout cas, si ça amène de l'eau quand même au moulin, en tout cas maintenant que ces choses-là sont, je cherche le terme, monétisées, bien sûr que oui, ça permet en tout cas de faire fonctionner nos labels, etc. En tout cas, il y a un retour qu'il n'y avait pas pendant un temps sur des choses qui étaient diffusées sur Internet. Donc oui, c'est un mieux par rapport à l'époque des téléchargements. Bien sûr, c'est évident. Et puis comme je te dis, c'est encore en train de se passer. Là, on est en train de voir l'impact du streaming maintenant, c'est phénoménal par rapport à l'album d'avant. Sur cette sortie de 10, c'est phénoménal. C'est incroyable. Parce que vous, du coup, par la force des choses, vous avez adopté un mode économique que tu comparais tout à l'heure en micro à une vente directe, quoi. Voilà, en fait, on a fait... de toute façon, nous, il y a 2 plans. Voilà, il y a ce qu'on fait au niveau avec nos distributeurs, au niveau numérique, etc., vendre en magasin et tout ça. Et il y a tout ce qu'on fait au niveau proximité, c'est-à-dire qu'on a un site internet qui a lui-même un réseau pour nos fans. Et on communique beaucoup par nos Facebook, etc., avec nos fans, parce que vu qu'on n'est pas dans les médias, on n'est pas sur les réseaux classiques de promotion, etc., sur internet, nos fans savent où aller trouver l'info, c'est-à-dire chez nous. Et par exemple, voilà l'exemple dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les précommandes de cet album, on a vendu énormément de disques en précommande, on va dire en direct avec notre public. De la même manière qu'on tourne beaucoup, donc on vend beaucoup de disques aussi de la main à la main, les gens viennent nous voir. Et puis aujourd'hui, acheter un disque, c'est encore différent, parce que si tu as Deezer, tu as Apple Music, etc., tu n'as pas besoin d'acheter. Acheter un disque, c'est presque c'est un effort solidaire d'aide au groupe, quoi. C'est vraiment un soutien. Donc sur les dates, on vend aussi pas mal de disques et ça permet d'aller à la rencontre de notre public. On a un énorme stand, on vend des t-shirts, des disques, etc. Et ça permet d'aller au contact du public et ouais, les gens s'ils viennent acheter ton disque, c'est qu'ils veulent soutenir le projet.
Et ça fonctionne. Ça vous donne une sérénité dans votre... Ouais, ça fonctionne. Et puis comme tu dis, on est en phase aussi, c'est cohérent avec la démarche qu'on a envie d'avoir, la démarche qu'on propose, l'état d'esprit qu'on propose dans notre musique, la démarche qu'on a envie d'avoir en tant qu'indépendant. Et voilà, c'est cette unité-là avec le public, on l'a depuis le début du groupe, même quand ça marchait pas encore à ce point. Et maintenant que le public a grossi, on arrive à garder cette proximité-là. Pour nous, c'est très important. Il y a un risque aussi à se retrouver au Victoire de la musique dans une major, à sortir un tube, à justement se détourner de votre public de base, de se coller une étiquette pour le coup business, quoi. Écoute, en tout cas, c'est jamais une logique qu'on a eue, c'est pas une volonté qu'on a, on n'a jamais la logique du single, etc. Donc ça devrait pas nous arriver. Vu comme c'est en train de se passer. Et puis bon, les Victoires de la musique ou des choses comme ça, c'est clairement du copinage de major. J'ai pas le souvenir, alors je suis pas assez les Victoires de la musique, mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu beaucoup d'indépendants aux Victoires de la musique, recevoir des choses, c'est surtout un milieu qui s'autocongratule entre eux, voilà, on est assez éloigné de tout ça, quoi. Du coup, par rapport à ça, quelle est votre position par rapport aux médias? Est-ce que vous répondez aux sollicitations? Pas trop? Pas trop, après quand elles sont intéressantes on y va. C'est vrai qu'on est dans une musique qui n'est pas du tout couverte, le reggae, qui est même pas du tout. Autant sur les médias traditionnels que sur les médias musicaux. C'est-à-dire que même dans les médias musicaux, la place du reggae est assez minime. Ensuite, voilà, nous, quand il y a des trucs intéressants comme vous, ou des gens intéressants qui nous contactent, on y va avec plaisir. Mais au final, c'est assez rare. Ensuite, si c'est pour faire 3 locaux et des trucs un peu bateau, alors on en fait de moins en moins, ça fait 18 ans qu'on est là-dedans. Voilà, si c'est pour aller répondre comment est né le groupe, combien de disques vous avez fait, voilà, ça on ne fait plus trop, on n'a plus trop envie de jouer ce jeu-là, parce que, en plus tout simplement parce qu'on se rend compte que l'impact réel était minime. Je veux dire, voilà, on a déjà fait, sur l'album d'avant, on a essayé de faire un peu quelques radios nationales, etc. Bon, tu as 3 minutes à l'antenne, pour dire un message qui en fait va être découpé, etc. Et pour un résultat, bon, tu ne sens pas une progression, une montée, ni de tes ventes, ni des abonnés, etc. Donc, ça nous intéresse de moins en moins. Et vous ne passez pas en radio, quoi. Même votre musique, certains titres seraient calibrés grand public. Du tout, ouais. Sans aucun... Mais bon, au final, on peut le dire de la plupart des projets reggae de maintenant. Hein. C'est le cas aussi pour Danakil, c'est le cas pour Psycho Jazz, c'est le cas pour Patrice, qui sont... quoi Patrice, non, c'est pas le cas, lui, il passe... En tout cas, il y a il y a énormément de projets reggae qui, à mon avis, vaudraient le coup d'être diffusés. En France, en tout cas, il y a beaucoup d'artistes français qui vaudraient le coup d'être diffusés et qui n'accèdent pas du tout à ces médias-là. Que dire? Nous, voilà, on avait fait au cas où, on avait fait il y avait un petit film qui a été fait sur nous de 2006 à 2008 qui s'appelle Road Boy Story, par un gars, justement, un vidéaste qui a voulu témoigner de ça. C'était le moment où on commençait à toucher un peu les gros festivals, il nous a suivis sur Solidays, des choses comme ça, sur la fête de l'humain. Et il a voulu voir comment ça se faisait. Déjà, il voulait témoigner de quelque chose que personne ne faisait, filmer ce qui est en train de se passer pour nous. Et se rendre compte un peu de ce qui se passait avec les médias, comment ça se faisait que malgré l'évolution du groupe, il n'y ait aucun écho dans les médias. Donc il vient filmer, c'est assez intéressant, tu vois, il va voir les journalistes, on a un rendez-vous pour une conférence de presse, personne ne vient. On est à Solidays, personne ne vient, il y a une dame qui est là, qui dit je suis étonné, avant il y avait France Inter, rien, ils sont tous partis. Et ensuite le vidéaste va rencontrer les journalistes, il leur dit pourquoi vous n'êtes pas venus, pourquoi vous n'êtes pas venus. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que le gars, oui, ça l'intéressait, mais bon, comme voilà, sa rédaction lui a dit ça vaut pas le coup. Ou alors au final c'est bon, il y avait Cabral la veille, il a son papier, pourquoi il est s'intéresser aux petits trucs, hein. Voilà, c'est ça. Comment tu t'expliques que le reggae est encore, alors qu'il y a un public, il y a des gens qui vous suivent? Il a un public, il a toujours un public en France, hein, que ce soit depuis Gainsbourg, La Villiers, etc. On est un des plus gros publics dans le monde de reggae. C'est-à-dire que les Jamaïcains, ils tournaient beaucoup en France, parce qu'on a un pays qui remplit toujours sur le reggae roots, des gars comme Israël Vibration. Tu connais Israël Vibration, c'est des vieux groupes de reggae comme ça. Il n'y a pas beaucoup de pays comme en France où ils arrivent à faire des salles pleines. Tu vois, donc comment je l'explique, je sais pas. Je pense que
on est dans, je pense que les médias aussi en France sont très élitistes, que le reggae est devenu une musique, je ne vais pas dire kitsch, mais un peu old school, voilà, c'est plus l'actualité, c'est pas le truc du moment, qu'ils ont plus tendance à s'intéresser aux nouvelles vagues. Actuellement il y a PNL, des choses comme ça qui semblent un peu plus novateurs, etc. J'explique pas vraiment. Peut-être qu'aussi le message que vous véhiculez, lui aussi est malheureusement. Là aussi cette question-là, c'est-à-dire est-ce que les médias ont dit, c'est plus facile, parce que si tu regardes dans les dernières années, les titres qui sont du reggae qui sont un peu sortis, c'est ou des balades festives ou des trucs un peu amoureux, enfin des choses très simples, très légères. C'est-à-dire que le reggae dans ce cadre-là, pour faire la fête, pour aller sur la plage, etc., ça fonctionne, mais dès qu'il est en mode à dénoncer ou en tout cas à s'engager dans un discours, ça intéresse moins les médias parce que bon, aujourd'hui, même le rap qui était une des musiques les plus vindicatives avant, les plus militantes, tout ce qui sort dans le rap, il n'y a rien de militant dans les textes, il n'y a rien d'engagé, alors que dans une période où ça mériterait, à mon avis, que les grands lyricistes de rap remettent le couvert et parlent un peu de ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas ça. Et avec tout le respect que j'ai pour ces groupes-là, les gens préfèrent écouter Gradure, PNL, etc. On est très loin de l'époque où nous on écoutait Assassin, NTM, etc., où il y avait un vrai discours derrière. Donc je pense que ouais, c'est une sorte de facilité, ça permet de réduire le message de la musique à quelque chose de simplement du divertissement, de l'entertainment. Et ouais, clairement on n'est pas dans ce cadre-là. Et est-ce que vous avez réfléchi, toi ou vous, à traduire votre engagement qui s'exprime déjà dans vos créations, dans vos chansons, autrement, utiliser le rap que vous avez en tant qu'artiste pour aller dans un combat, une façon plus active, une façon différente? Alors nous on le fait beaucoup au niveau des associations, du caricatif, entre guillemets. C'est-à-dire que chaque année on s'intéresse à... On change un peu de projet. Là, maintenant on se dit même chaque mois on va changer un peu de... Mais on tient à participer à des choses. Alors, voilà, pendant une époque, on a beaucoup travaillé avec les associations roms, surtout dans la région de Saint-Étienne-Lyon. On a essayé d'aller à quelques réunions, de s'investir là-dedans, de donner de l'argent, clairement. Là, on avait découvert aussi le Emmaüs de Pau. Je sais pas si tu connais, c'est une sorte de grand centre. Tu connais L'Escarpot, non? Ouais, c'est un grand centre où les gens construisent leur maison, tout est autogéré, etc. Donc voilà, qu'on avait découvert ça pendant 2-3 ans, et encore maintenant, chaque fois qu'on faisait un concert là-bas, on réinvestissait notre cachet, on donnait notre cachet aux locaux, à l'Emmaüs de notre ville, etc. C'est l'Emmaüs, on y va assez régulièrement. Après, c'est des choses locales, par exemple. Alors on communique un peu dessus, on se rend compte maintenant qu'en fait, on voulait pas communiquer dessus au début parce qu'on se disait, on peut faire de la publicité avec ça. Et en fait, on se rend compte maintenant aussi que, comme tu dis, utiliser l'aura du groupe pour mettre le doigt sur quelque chose, ça peut intéresser les gens et ensuite y aller. Là, par exemple, à Saint-Étienne, on a un petit peu aidé un curé qui s'occupe de loger, de faire vivre pendant un temps les sans-papiers qui arrivent à Saint-Étienne et qui ne sont pas justement syriens ou irakiens, qui viennent des pays d'Afrique, etc., qui n'ont pas actuellement de projet sur eux. C'est-à-dire que, même si c'est très dur pour les Syriens, etc., actuellement il y a une sorte de volonté politique en tout cas de parler d'eux, mais il y en a plein qui arrivent encore en France, qui sont dans des misères incroyables. Voilà, donc plein de causes comme ça, avec l'Afrique aussi, à distance, on essaie de faire des choses en projet, moi je suis originaire du Bénin, on essaie d'aider des élèves. Voilà, plein de petites choses comme ça qui font qu'on s'engage à notre manière dans des choses, et puis ensuite individuellement, chacun dans le groupe, à ses engagements politiques.